Bonjour, Najat Jamjama, Chambre de commerce et industrie de Nice, chargée de la relation avec les commerces, et je suis référente franchise. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 4e épisode de la saga franchise, saga qui a pour objectif de vous aider à transformer votre projet en entreprise en franchise. Je commence par vous inviter à noter l'épisode de la semaine suivante, qui est comment dialoguer avec son banquier. Et qui mieux que Catherine Gaulier, donc référente franchise à la Banque Populaire Méditerranée, notre partenaire, pour y répondre. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est comment se lancer avec peu d'apports, peu de garanties. Et pour ce faire, j'accueille le premier expert que je remercie d'être là. Merci Najat, je vais me présenter brièvement, Philippe Labbé, chargé donc, de développement au pôle commerce de la CCI Nice Côte d'Azur. Alors, avant même d'arriver et de vous présenter les différents types de commerce associés, les enseignes qui vont nécessiter peu d'investissement au départ, on va déjà un petit peu parler du commerce associé. Commerce associé, c'est vrai que c'est un concept qui est assez général, qui peut être parfois assez flou. Le commerce associé donc, va regrouper toutes les formes de commerce en réseau, au sein duquel chaque entreprise est indépendante, à la fois juridiquement et financièrement. Le modèle qui est le plus utilisé du commerce associé et qui fait d'ailleurs l'objet de cette saga, c'est la franchise. En parallèle de ça, on va également avoir différentes formes de commerce associé qu'on va voir par la suite, à savoir la location-gérance, la commission-affiliation, la licence de marque et dans une moindre mesure, parfois également la concession exclusive, la coopérative ou encore la franchise participative. Pour la location-gérance, déjà pour donner une définition, ça va être un contrat par lequel le propriétaire d'un magasin confie la gérance à un locataire qui est indépendant juridiquement. Donc là déjà, on voit la différence avec la franchise, puisque au sein de la franchise, ça va être l'entrepreneur qui sera propriétaire de son fonds de commerce, alors qu'ici, en location-gérance, on reste bien sur le principe d'une location. À partir de là, le locataire gérant va s'engager à verser à son propriétaire un loyer, donc une redevance. C'est surtout, du point de vue des avantages, la location-gérance pour le locataire gérant, ça va lui permettre de tester la rentabilité de son point de vente, déjà du point de vue géographique, également pour tester sa clientèle, sans avoir à réaliser d'investissements colossaux, massifs, dès le départ. Nous, ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est de voir le lien, la corrélation entre la location-gérance et la franchise. Parce qu'on voit que de plus en plus, en fait, la location-gérance va représenter une réelle opportunité pour entrer en franchise. Il va y avoir énormément de franchises qui proposent de plus en plus la location-gérance. En fait, elles se rendent compte tout simplement que bon nombre de candidats qui souhaitent entrer en réseau au sein de leur franchise, ils n'ont pas les investissements suffisants en fait à la base pour rentrer en franchise. Donc à partir de là, ils vont leur proposer de rentrer en franchise par le biais de la location-gérance. Donc je m'explique rapidement, on va proposer aux futurs franchisés 2 types de contrats, un premier contrat en franchise et un deuxième contrat en location-gérance. Donc à partir de là, le futur franchisé devra 2 types de redevances, une première redevance pour la franchise et sous forme de royalties et une deuxième redevance sous forme de loyer pour la location-gérance. Rapidement également, mais pour vous donner quelques exemples bien concrets de la location-gérance en franchise, on va retrouver Yves Rocher, on va retrouver également le réseau Spar ou encore Vival. L'exemple pour moi qui parle le plus, c'est quand même Yves Rocher en la matière, puisqu'on voit bien la différence entre la franchise pure, qui va nécessiter un apport personnel de minimum 60 000 €, alors qu'en location-gérance, on va avoir un apport financier de 20 000 €. Donc, ce qui permet quand même à certains candidats qui n'auraient pas les moyens dès le début pour se lancer en franchise de pouvoir le faire via la location-gérance. Et rapidement également, Spar, bien que la différence soit moindre, on demande un apport minimum de 40 000 € et en location-gérance, on va demander 35 000 €. Idem pour Vival, on n'a pas une grosse différence, mais ce n'est pas non plus négligeable. On va demander un apport personnel en franchise pure de 20 000 € et avec la location-gérance, on sera sur 15 000 €. Maintenant, donc, sur la commission affiliation, pour également donner le cadre, donc c'est un système de partenariat commercial à travers lequel donc, une entreprise
qui sera indépendante va rejoindre un réseau, donc dans le but de vendre des produits qui ne lui appartiennent pas, mais par contre sur lesquels elle va pouvoir prendre une commission qui va se situer en général aux alentours des 30 à 40%. Donc l'affilié va être propriétaire de son fonds de commerce, donc là on garde bien le même fonctionnement que pour la franchise. Par contre, il devra également porter donc les investissements qui seront éventuellement nécessaires, notamment nécessaires à la transformation, à l'aménagement du magasin qui sera demandé par son réseau de franchise. Le gros avantage de la commission affiliation, c'est qu'il n'y a pas de risque pour l'affilié en la matière. Il n'aura pas la responsabilité de gérer les stocks invendus. On parle surtout de stocks invendus en commission affiliation puisque c'est un type de contrat qui est très généralement appliqué à l'univers du retail. On arrive maintenant sur la licence de marque. Donc la licence de marque, on est sur un contrat qui est régi par les règles du Code civil, également par les règles du Code de la propriété intellectuelle. C'est un contrat qui va lier d'un côté donc, le titulaire d'une marque et l'entreprise indépendante, qu'on appellera le licencié. À partir de là, donc, le titulaire d'une marque va accorder le droit d'utiliser la marque dont il est le dépositaire en contrepartie du versement d'une rémunération. Le gros avantage de la licence de marque, c'est qu'elle est plus accessible déjà que la franchise. La licence de marque, elle ne comporte pas de droit d'entrée, ce qui n'est pas négligeable, pardon. Autre avantage également, c'est que l'entrepreneur aura la liberté de choisir la situation, l'emplacement géographique de son local. Il n'aura pas non plus également à respecter des processus de vente qui vont être très encadrés, comme on retrouve parfois en franchise. Et autre avantage également, c'est que souvent en franchise, on va partir sur le concept d'exclusivité. C'est-à-dire qu'une marque en franchise ne va demander à son franchisé de ne vendre, de ne proposer uniquement que sa marque. Là, en licence de marque, l'entrepreneur aura la possibilité de commercialiser, de diffuser plusieurs marques. Rapidement, mais on va pas s'étendre dessus, c'est simplement pour le nommer. On a également la franchise participative, donc c'est un nouveau mode de collaboration contractuelle en fait, qui va permettre de lier un franchiseur et un franchisé dans le cadre d'un contrat qu'on va appeler de type d'association. Le but en fait de cette franchise participative, un petit peu comme la location-gérance, dans le cas où le futur entre guillemets franchisé n'aura pas les moyens nécessaires dès le départ pour se lancer en franchise, le franchiseur va proposer à son franchisé d'investir dans le capital de la société, en général à hauteur de 4 à 50%. Et à partir de là, le franchisé, lui, sera détenteur du reste. Ce qui fait qu'à la fin du contrat de franchise participative, une fois que le franchisé aura réussi, année après année, aura réussi à mettre de côté, il sera à même ou non de racheter les parts à son franchiseur. Donc on arrive maintenant sur la partie des enseignes qui nécessitent peu d'investissement à la base en franchise. Il faut savoir qu'il y a certains secteurs qui sont plus attractifs que d'autres, notamment pour se lancer avec moins de 50 000 €. On va avoir notamment donc, les services à la personne. Je pense par exemple à l'entreprise Les Menus Services qui va demander 40 000 € d'apport, ou encore Viva Service qui va en demander 20 000. On peut prendre également l'exemple de Baby Chou Service, d'Accès au service, qui vont demander 25 000 €. Comme autre secteur, on va également retrouver les services B2B et l'habitat. Donc là, on est dans une situation assez intéressante puisque ce sont des réseaux qui ne sont pas encore énormément développés, qui ne sont pas saturés. Donc il y a effectivement un gros potentiel en la matière, et notamment avec des enseignes comme Inexpress, spécialisé dans la logistique, ou encore Place des Enseignes, cette fois-ci spécialisée en courtage en énergie. Alors, pour continuer justement sur ces enseignes qui vont nécessiter peu d'investissement au démarrage en franchise, on va également retrouver donc les services B2B ou B2C. Les avantages que je vais citer maintenant, ils sont également valables pour les enseignes à moins de 50 000 €. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'emplacement premium, si vous voulez, à payer. Il n'y aura pas donc de travaux à effectuer au démarrage de l'activité, ce qui déjà limite tout investissement. En parallèle de ça, le local, effectivement, n'est pas une obligation dans certains concepts, qui plus est pour les services.
Il n'y a pas non plus d'achat ni de stock à gérer. Il y a une certaine facilité, une rapidité de lancement dès le début. Et également, gros avantage, ça va être la récurrence des prestations, puisque on est sur surtout dans les services, on est sur une continuité de revenus. Et également, on pourra noter une faiblesse au niveau des frais fixes. Pour donner quelques exemples, au niveau de ces franchises à moins de 25 000 euros, ce qui, je pense, parle le plus au quotidien pour tout le monde, on va avoir les stations-service Total qui vont demander, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, un apport personnel de seulement 8 000 euros, ou encore les Carrefour Proximité qui vont demander un apport personnel de 7 500 euros. Donc, on arrive maintenant sur la partie, donc, sur l'importance de la mécanique comptable. Philippe, j'ai une question pour vous. Oui, dites-moi. Désolée, parce qu'on est à des micros très proches. Alors, Delphine demande, est-ce que je peux choisir le type de contrat qui me lie à l'enseigne ou cela m'est forcément imposé? Alors, pour répondre à la question, il peut y avoir le choix, effectivement, pour certaines enseignes. J'ai envie de dire que c'est une minorité quand même, puisque dans la majorité des cas, ce sont déjà donc, les réseaux de franchise eux-mêmes en fait, qui vont proposer et par conséquent qui vont imposer leur politique. C'est le cas par exemple, si je prends les cas qu'on a cités tout à l'heure, on a Yves Rocher. Yves Rocher va offrir la possibilité à ses candidats deux types entre guillemets de contrats, soit de partir en franchise pure, donc avec un investissement qu'on a pu le voir tout à l'heure, avec un investissement plus conséquent. Dans ce cas-là, effectivement, on va proposer une franchise pure, du moins aux franchisés qui auraient déjà les investissements de départ et suffisants. Par contre, voilà, Yves Rocher propose également à ses futurs franchisés de partir en location-gérance, du moins pour les candidats qui n'auraient pas les investissements nécessaires pour entrer en franchise pure. Donc ça va véritablement dépendre à chaque fois de l'enseigne, de sa politique de lancement en franchise. Après, je pense que il faut peut-être pas uniquement s'arrêter à ce que propose l'enseigne, mais ne pas hésiter également à demander au réseau de franchise qui vous intéresse, effectivement, si on peut plutôt partir sur une licence de marque, si on peut trouver une alternative au lancement. Je pense qu'aujourd'hui, et qui plus est en sortie de crise Covid, on sait très bien que c'est effectivement des fois difficile de se lancer ou de reprendre une activité. Donc, et du moins j'espère en tout cas que ces réseaux de franchise seront également plus ouverts aux propositions et plus à l'écoute des besoins des futurs franchisés. Et je vais maintenant donc laisser la parole donc à Monsieur Morin sur l'importance de la mécanique comptable. Bon, voilà, après cette petite introduction, pas tout à fait comme prévu, je suis Olivier Morin, je travaille pour Inextinso, un gros réseau de cabinets d'expertise comptable, très impliqué dans les franchises. Et au sein du cabinet, je suis vraiment spécialisé sur les aspects création, reprise, financement. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous parler des aspects financiers dans le cadre des projets. Alors, première chose qu'il faut savoir, à partir du moment où on a un projet, même si on n'a pas beaucoup, il faut toujours essayer de partir avec un peu d'épargne, de manière à rendre le projet possible et faciliter le financement. À ce titre, il ne faut pas avoir peur de solliciter un peu l'entourage pour faire ce qu'on appelle aller chercher un peu de love money, pour venir renforcer vos apports à vous, parce que ça va vraiment vous aider derrière. On hésite à le faire, mais très souvent autour de nous, on a des petites personnes qui peuvent nous prêter de l'argent. Et chaque personne qui pourrait nous prêter un peu d'argent, il faut assez facilement imaginer qu'on va pouvoir faire x3, x4 en prêt bancaire derrière. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut pas hésiter à solliciter un peu son entourage. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des apports pour pouvoir aller voir la banque. La banque, beaucoup d'entre nous n'ont pas envie d'y aller quand ils vont vers les projets, et pourtant, il faut toujours, autant que faire se peut, solliciter les organismes bancaires. Il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut se préparer un peu. Donc, quand on va voir les organismes bancaires, il faut avoir un dossier de présentation prêt, finalisé, relativement bien préparé, avec un prévisionnel d'activité, et c'est de ça dont on va discuter par la suite. Comme vous envisagez le cadre de la franchise, il est bien d'avoir le document d'information précontractuelle quand on va voir notre ami le banquier.
Et on n'oublie pas que quand on va voir la banque, il faut être prêt, il faut avoir ses projets de statut, il faut avoir les documents qui vont pour qu'on puisse déposer un dossier complet. Et dans ce dossier, il y a le fameux prévisionnel. Alors, le prévisionnel est une étape qui peut faire peur à beaucoup de personnes parce qu'on n'en comprend pas tout et ça peut être assez éloigné de notre quotidien. Et pourtant, le prévisionnel est très très proche de notre quotidien parce qu'il répond à des questions, il doit répondre à des questions simples. Ces questions, c'est quels sont les capitaux nécessaires pour lancer mon projet? Si on fait un parallèle avec notre vie de tous les jours, si j'ai envie d'acheter une voiture, combien il me faut pour acheter la voiture et comment je la finance? Dans l'entreprise, le prévisionnel il doit aussi prendre en compte l'aspect recette et l'aspect charge. Donc, notre question à laquelle le prévisionnel doit répondre, c'est les recettes seront-elles suffisantes pour absorber les charges? Pour faire simple et autrement dit, est-ce que mon salaire me permettra de financer tout ce que j'ai à financer dans ma vie courante, mais aussi de payer l'assurance de cette voiture, le carburant, et de rembourser la banque sur l'achat de la voiture. Donc, on voit qu'entre l'entreprise et la vie de tous les jours, il y a une proximité qui est très forte et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir peur du prévisionnel parce que c'est quelque chose qui se fait relativement simplement et facilement et où il nous faut juste du bon sens. Quel sera le niveau d'activité de mon entreprise? Le niveau d'activité mensuel, ça veut dire que dans le prévisionnel, on doit faire ressortir un plan de trésorerie qui indique où vous en êtes à la banque, comme vous le faites tous les mois, comme vous vérifiez tous les mois sur vos comptes personnels. Donc voilà, tout ça c'est pour bien faire comprendre que le prévisionnel c'est pas compliqué et que pour répondre à l'ensemble de ces questions, eh ben, dans le prévisionnel, on va retrouver des tableaux spécifiques. Hein, c'est un jargon, mais c'est un jargon qui permet de comprendre à quel type de questions on va répondre. Voilà, le plan de financement initial, c'est tout l'argent que j'ai besoin pour lever le rideau et mettre en place le projet. À ne pas confondre, et ça c'est très souvent l'erreur des porteurs de projet, à ne pas mélanger les chiffres, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le plan de financement initial, c'est fait pour ce qui est j'ouvre le projet, et de l'autre côté, on a le compte de résultat qui, lui, va plutôt venir dans un état d'esprit de dire qu'est-ce que je vais rentrer comme chiffre d'affaires ce mois-ci et en face, j'ai quoi comme charge et il me reste quoi à la fin du mois. Voilà. Donc derrière, on a le plan de trésorerie. Dans un prévisionnel derrière, il faut qu'on ait un plan de trésorerie pour qu'on s'assure qu'à aucun moment, on soit en négatif à la banque. Le calcul du point mort pour comprendre à partir de quel moment je gagne de l'argent et le plan de financement sur 3 ans qui permet aux différentes personnes qui vont regarder le prévisionnel de savoir où vous voulez aller. Ça n'a rien, le plan de financement sur 3 ans, c'est assez... C'est pas quelque chose de fiable, mais par contre, ça donne une tendance, ça donne une direction sur là où vous voulez aller, les moyens que vous mettez en place. Olivier, j'ai une petite question d'Emmanuel qui demande sur quel élément je construis mes projections financières. Sur quels éléments les projections financières? Derrière le mot projection financière, qu'est-ce qui est attendu? C'est la projection, elle est sur la notion du chiffre d'affaires ou elle est sur la notion de qu'est-ce qu'il faut que j'investisse dans le projet? Si c'est la notion du chiffre d'affaires, alors là, c'est sur le compte de résultat et c'est le travail sur l'étude de marché qui va amener la construction du chiffre d'affaires. Mais comme on est là dans le cas d'une animation sur les franchises, c'est la grande force des franchises, c'est qu'elles ont derrière X franchisés qui sont déjà partis, ils ont des bases référentielles, ils peuvent donner de manière moyenne quel est le niveau de chiffre d'affaires en fonction du type de franchise. Par contre, si c'est sur le plan de financement initial, alors là aussi, c'est la force des franchises. Ils savent ce qu'un franchisé a besoin d'investir dans le cadre du projet de manière moyenne et standardisée. Et après, l'ajustement du plan de financement initial se fera en fonction de critères autres. Comme exemple, le bail commercial, qui peut être sur des prix complètement différents. Mais sur le plan de financement initial, en général, les franchises mettent dès le départ le niveau d'apport demandé et le niveau d'investissement global. Alors,
Là, vous avez sous les yeux un exemple de ce que peut reprendre un plan de financement initial. Dans le plan de financement initial, il y a toujours deux grandes parties. La partie des besoins, de quoi j'ai besoin pour lancer mon projet, et de l'autre côté, ces besoins, comment je les finance. Alors, identifier l'ensemble de ces besoins, c'est pas dur, il suffit de faire la liste de ce que l'on doit dépenser, mais de ce que l'on doit dépenser pour ouvrir la porte, lever le rideau, point. Donc, ça peut être les frais d'établissement, les frais d'immatriculation, les frais d'agence, le droit au bail, ça peut être différentes choses. Et dans tout ça, après, vous avez la notion des investissements. Donc, les investissements, ça va être les travaux, le mobilier, l'informatique, les logiciels, voilà, ça va être différentes parties. Et dans le plan de financement, il ne faut pas oublier qu'on a toujours besoin de financer ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire, on pourrait le qualifier d'argent qu'on a besoin dans l'entreprise pour qu'elle ne soit pas en difficulté. L'argent pour couvrir le fonds de roulement. De l'autre côté, dans les ressources, il y a toujours plusieurs catégories. On va dire bien évidemment les apports personnels, et c'est important d'en avoir, les emprunts et les primes et subventions diverses qu'on pourrait obtenir. Alors, je vais être obligé, même si ce n'est pas rigolo, de rentrer un peu dans ces notions-là, parce que le plan de financement initial, c'est une des étapes clés dans la mise en place du projet. Et donc, quand on parle d'apport, il faut être au clair. Si je remets ça, vous voyez, vous avez la notion d'apport personnel. Ces apports personnels regroupent deux choses différentes. Si vous êtes en société, les apports que vous apportez au capital social de la société, c'est-à-dire l'argent que vous donnez à la société en échange des titres de propriété de la société, mais cet argent ne vous appartient plus, elle appartient à la société, et vous êtes propriétaire des parts sociales de l'entreprise. Comme l'idée, c'est de dire aussi comment je peux faire pour démarrer si je manque un peu de financement, eh ben, dans ces apports-là, il y a aussi la notion des apports en nature que l'on peut faire au capital social. Alors, ça peut être bien pour apporter au capital social de l'entreprise un ordinateur ou différentes choses qui ont un peu de valeur. Mais attention, de ce côté-là, il y a des règles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais sachez que c'est possible, que vous pouvez apporter un peu de matériel dans l'entreprise, dans le capital social, pour que ça constitue de l'argent que vous avez apporté. J'entends notamment, si c'est du matériel, des outils, des choses comme ça, ben, vous avez différentes façons de l'apporter. La première, ça peut être dans le capital social, et la deuxième, ça peut être dans ce qu'on va appeler les comptes courants d'associés. Après, le capital social, c'est ce qui montre la force de l'entreprise, c'est l'argent que vous donnez à l'entreprise. Alors, vous avez peut-être besoin, pour différentes raisons, de montrer qu'il y a de l'argent dans votre entreprise. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez définir un capital social. Mais si vous n'avez pas toutes les liquidités dans le moment, vous pouvez faire ce qu'on appelle un capital social non entièrement libéré. Ça veut dire que vous dites, je vais mettre 5 000 € de capital social dans mon entreprise, mais aujourd'hui, je ne vais bloquer ou réellement donner physiquement que 1 000 € au sein de ce capital social. Je mettrai le reste plus tard. Voilà. Ça peut être une des possibilités. Après, la notion supplémentaire, c'est... Ok, on y va. C'est les apports en compte courant. Le compte courant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez voir un banquier, vous lui dites, voilà, moi j'apporte 15 000, j'ai mis 5 000 € au capital social, donc je viens d'expliquer ce que c'est, il reste 10 000, et c'est 10 000 € que vous apportez dans l'entreprise supplémentaire, c'est ce que le banquier ou l'ensemble des gens vont appeler, c'est les apports supplémentaires, c'est les apports au compte courant d'associés. Alors, l'avantage de ces comptes courants d'associés, c'est que quand l'entreprise va bien, vous pouvez récupérer cet argent sans fiscalité, sans rien, puisque c'est de l'argent que vous avez prêté à l'entreprise. Donc voilà, il faut faire la distinction parce que quand vous allez faire votre plan de financement initial, il vous sera demandé cela. Autre notion qui est essentielle à comprendre quand on parle de prévisionnel, c'est la notion d'immobilisation. Qu'est-ce qu'une immobilisation? C'est un bien que vous avez durablement acquis pour l'entreprise et qui a une certaine valeur.
Vous imaginez bien que si vous avez besoin d'acheter un véhicule pour l'entreprise, eh ben, ce véhicule, il va être là, mais normalement pour 3 ans, 5 ans ou plus. Donc, il est normal qu'il ait un traitement particulier. Alors, bien évidemment, dans le plan de financement initial, vous allez vous retrouver avec différentes immobilisations. Immobilisation corporelle, donc mobilier, véhicules, constructions diverses. Immobilisation incorporelle, brevets, fonds commerciaux, droit au bail, logiciels divers. Et des immobilisations financières. Alors, immobilisation financière, comme vous le voyez, ben, vous prenez un local, le propriétaire du local vous demande un dépôt de garantie de 2 mois, 3 mois, ben, c'est une immobilisation financière. Pourquoi c'est important qu'on s'arrête 2 minutes sur les immobilisations? Parce que vous allez voir que dans le plan de financement initial, il y a vraiment un esprit de stratégie dans la mise en place de son plan de financement initial. Et il faut bien penser à ces catégories parce que, pour exemple, vous n'aurez aucun problème à vous faire financer par des organismes bancaires des immobilisations corporelles. Par contre, sur des immobilisations incorporelles, pour certaines, ça va être compliqué. Pour d'autres, il n'y aura pas trop de soucis. Pour exemple, un fonds commercial, normalement, les banques acceptent assez facilement de financer dans les 70% de la valeur d'un droit au bail ou d'un fonds de commerce. Donc, quand on va construire tout ça, c'est important d'avoir cette vision. Par contre, comme dans votre activité, vous avez besoin de stock, comme vous avez des clients qui vous payent à 60 jours et que vous avez vos fournisseurs qui vous demandent de payer à 30 jours, bah, automatiquement, vous avez un décalage de 30 jours entre le moment où vous sortez l'argent et le moment où vos clients vous donnent cet argent. Donc, ce besoin de 30 jours, il faut le financer. Et ça, par contre, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que c'est des postes qui sont difficiles à faire financer. Alors, ce sont des postes qui sont difficiles à faire financer et c'est pour ça que je vous remets ce tableau où vous avez d'un côté vos besoins qui sont listés, de l'autre côté les ressources. Quand vous allez construire votre plan de financement initial, eh ben, il faudra cibler vos investissements vers la banque en termes de présentation. Je suis désolée, parce qu'on avait fait le choix d'avoir les questions au fur et à mesure. Oui, une question qui vient d'arriver de Delphine, qui demande, est-ce que toutes les banques ont une expertise en franchise? Alors, je pense que toutes les banques ont une expertise en franchise parce qu'aujourd'hui, les franchises sont très importantes dans l'écosystème de la création et de l'entreprise. Voilà. Après, vous avez des banques qui se positionnent de manière beaucoup plus forte que les autres sur l'expertise franchise. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a 2-3 acteurs majeurs dans la franchise, dont la Banque Populaire. Donc voilà. Mais par contre, je pense aujourd'hui que chaque banque a un comité d'engagement spécifique sur les franchises parce qu'il y a un vrai travail des banquiers sur les résultats des franchises, les franchises qui fonctionnent, les franchises qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Alors, je reviens à qui finance quoi. Donc, on voit bien qu'il faut vraiment cibler tout ce qui est investissement sur le financement bancaire parce que ça sera plus facile de faire financer. Voilà. Et par contre, utiliser ces fonds propres et toutes les solutions de financement que l'on peut trouver pour financer le besoin en fonds de roulement, pour financer la trésor et pour financer les investissements incorporels. D'accord? Quand on dit incorporel, c'est que c'est pas tangible. Donc, le plan de financement sur 3 ans, bien évidemment, ça fait partie du prévisionnel. Je vous en parle ici. Ben, pourquoi? Ben, parce que derrière le plan de financement initial, on va se projeter sur les 3 ans.
Bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, l'objectif du plan de financement sur 3 ans, c'est soit de regarder où est-ce que vous voulez aller, soit vous de commencer à dire au banquier, bah, écoutez, là, je vous emprunte ça, mais dans 1 an, je vais vous emprunter ça aussi, et dans 2 ans, si tout va bien, je vous emprunte à nouveau ça. Donc, ça permet vraiment de voir où vous voulez vous projeter. Olivier. Sur la notion du plan de financement initial, j'y reviendrai après quand on parlera des différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de la création. Oui, Olivier, j'avais Emmanuel qui dit on doit donc être impérativement accompagné par un expert comptable. Alors, je ne suis pas neutre à répondre à cette question, donc je le souligne. Par contre, une réalité, si vous êtes sur un petit projet, vous pouvez éventuellement vous en passer. Dès que vous investissez, on va dire dès que vous investissez quelques dizaines de milliers d'euros, de toute façon, la banque va vous renvoyer à un prévisionnel qui sera plus ou moins certifié, soit par des partenaires de la création des réseaux, soit il va vous demander un prévisionnel certifié et signé par un expert comptable. Voilà, parce que pour eux, c'est un peu comme une garantie que les chiffres qui sont dedans sont calés. Donc voilà, vraiment, c'est un vrai plus. Par contre, je vais vraiment rebondir sur cette question en disant, attention, les experts comptables sont les experts du chiffre, ils mettent les chiffres en musique. Bah, ils mettent... Comment je vais dire ça? Un prévisionnel, pour moi, c'est comme une partition de musique. Le candidat travaille et apporte à l'expert comptable les notes de musique. L'expert comptable essaie d'identifier les fausses notes dans ce que le créateur apporte et l'expert comptable fait la partition. Mais en aucun cas, le porteur de projet ne doit pas s'impliquer dans la construction du prévisionnel. Pour plusieurs raisons. Et la première des raisons, c'est que comme c'est lui le porteur de projet, il doit être acteur de son projet. La construction du prévisionnel, c'est important et il faut qu'il puisse défendre et justifier une grande partie des chiffres qui seront dans ce prévisionnel. Quand il va chercher cette solution de financement, tout à chacun va lui dire pourquoi vous avez choisi de telle dépense et pourquoi vous avez choisi tel investissement. Ben là, il faudra être en mesure de répondre et d'expliquer. Donc, c'est valable aussi bien pour le plan de financement initial, mais c'est encore plus valable pour la partie qu'on démarre maintenant, qu'est le compte de résultat, parce qu'un des points clés du compte de résultat, un des points clés du prévisionnel, eh ben, c'est la construction du chiffre d'affaires. Comment je justifie? Je suis désolée, après ça coupe. Ouais, non, très bien. Mais voilà, c'est chez quelqu'un, alors c'est anonyme qui demande quand doit-on aller voir la banque avant le projet, le choix de l'enseigne ou après avoir choisi l'enseigne? Alors, c'est une très très bonne question, mais je pense que la Banque Populaire pourra vraiment aussi revenir sur toutes ces questions. Ma position, elle est très très claire sur le sujet. Qu'est-ce que je fais si je vais voir mon banquier quand je ne suis pas prêt? Ben, je vais lui parler de mon projet. Ben, il va dire, super votre projet, je trouve ça bien. Et après? Tant que vous n'avez pas choisi l'enseigne, tant que vous n'avez pas le local, tant que vous n'avez pas l'ensemble des éléments, vous allez aller voir votre banquier pour boire un café avec lui et discuter avec lui, mais ça va pas servir à grand-chose de plus, si ce n'est avoir une déclaration d'intention et se rassurer. Donc pour moi, il faut construire son projet, le préparer, et une fois qu'on est prêt, on va voir son banquier, parce que du coup, on montre qu'on a travaillé, qu'on ne le dérange pas pour rien, et on va être à ce moment-là plus armé, plus légitime, plus crédible pour répondre à toutes les questions qui pourraient arriver. Donc j'espère avoir répondu à la question. Donc du coup, je continue. Donc le plus important dans le compte de résultat, c'est la construction du chiffre d'affaires qui devra être défendu. Mais par contre, il faudra aussi pouvoir éventuellement justifier pourquoi tel type de dépense, pourquoi telle dépense à tel moment, pourquoi l'embauche à tel moment. Voilà, tout simplement que le porteur du projet montre qui il est et comment il a construit son projet. Alors, il faut quand même apporter un petit élément de différenciation. C'est comme là, on est dans une optique de mettre en place une franchise.
Et je le redis, automatiquement, il y a plein de postes de charges qui seront édictés par le cahier des charges du franchiseur. Il faut investir dans le plan de financement initial, il faut acheter telle chose. Dans le compte de résultat, il faut prévoir X% du chiffre d'affaires en dépenses de communication, utiliser tel logiciel, etc. Donc, dans le cadre de la franchise, une partie du plan d'exploitation prévisionnel sera potentiellement établie en fonction des consignes ou des exigences de la franchise. Ce qui n'empêche nullement le franchisé, et bien au contraire, de mener lui-même une réflexion sur la construction de son chiffre d'affaires par rapport au référentiel franchise. Moi, je travaille très régulièrement sur la franchise. La franchise ne vous dira jamais, voilà le chiffre d'affaires que vous allez faire. Parce qu'il y a une notion de responsabilité, qu'il y a plein de choses. La franchise va vous dire, au regard des magasins de même catégorie que ce que vous voulez faire sur une même zone de chalandise, voilà le chiffre d'affaires qu'on peut espérer faire. Donc voilà, donc ça c'était pour cette notion du compte d'exploitation prévisionnel. Et on peut se faire un monde du compte de résultat, mais en fait c'est très simple, il suffit d'essayer de se projeter sur la notion de chiffre d'affaires que l'on va faire, en ayant vu ses clients, en ayant vu des clients potentiels, en ayant parlé des gens, en prenant les référentiels franchise, bon bref, tout le travail classique que l'on peut faire sur une approche marché, et après de lister toutes les charges que l'on va avoir. La partie impôts et taxes, eh ben, du coup, c'est à ce moment-là que c'est plus délicat, mais c'est des points qui poseront aucun problème aux experts comptables ou autres. Donc, ça va se construire tout simplement. Je fais ça régulièrement avec des gens. Quand on dit bien ce qu'il faut mettre à quel endroit, ben, il n'y a pas de souci. Par contre, je le redis parce que ça, c'est super important, on ne mélange pas les chiffres que l'on doit mettre dans le plan de financement initial et les chiffres que l'on met dans le compte de résultat. Ce n'est pas les mêmes. Et bien évidemment, le compte de résultat prévisionnel est là pour s'assurer que l'entreprise va gagner de l'argent, va être bénéficiaire. Bon, quelques exemples de charges, mais on va passer. Et juste comme ça, pour information, il faut savoir qu'un compte de résultat, il est découpé en 3 parties, tout simplement pour savoir s'il y a un problème, c'est pour essayer d'identifier dans quel compartiment est le problème. Voilà. La partie exploitation, c'est tout ce qui est lié au chiffre, tout ce qui est lié à l'exploitation. Et après, le financier, c'est le financier. L'exceptionnel, c'est des choses qui sont par nature exceptionnelles. Dans le compte de résultat, il y a un chiffre qu'il faut avoir à l'esprit, hein, c'est la CAF, ce qu'on va appeler la capacité d'autofinancement. Pour faire simple, c'est l'argent qui vous reste à la fin du mois, cumulé sur l'année, pour pouvoir justement vous payer la voiture dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est l'argent qui reste dans l'entreprise une fois que tout a été placé. Le plan de trésorerie, on ne va pas s'attarder. Par contre, dans la construction des projets, il faudra être très vigilant à l'effet saisonnalité, parce que l'effet saisonnalité fait que ça va impacter plus ou moins votre trésorerie, qu'il faudra faire attention. Qu'il faudra faire attention à ce qu'à aucun moment vous basculiez en négatif, et que ce soit dans la construction du chiffre d'affaires comme dans l'ensemble des chiffres, on ne prend pas ce qu'on a prévu de dépenser divisé par 12, parce que du coup, ça va faire quelque chose de très linéaire qui ne correspondra pas à la réalité. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, on va revenir sur la banque, parce qu'on ne perd pas de vue que l'approche prévisionnelle, elle est là pour... Elle met en chiffres toute la stratégie que l'on a établie ou que l'on a validée avec le franchiseur et avec ses usages pour pouvoir aller obtenir un financement bancaire. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en général, donc je fais très court parce que vous allez avoir une animation sur le sujet, mais ce qu'il faut bien retenir sur le financement bancaire, c'est qu'en général, les banques ne financent pas sur plus de 7 ans, ne financent pas plus de 70% de l'ensemble des besoins, ce qui veut dire qu'il faut essayer d'avoir un apport personnel d'au moins 30%. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas désespérer parce qu'on va chercher des aides et avec des apports inférieurs à 30%, on peut y arriver. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est qu'avec des apports inférieurs à 30%, plus on monte dans le besoin de financement, plus ça va être compliqué, mais rien n'est impossible en fonction de la qualité de la franchise
et en fonction des résultats moyens dégagés par l'enseignant. Donc, voilà. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit en termes bancaires, c'est que quand on lance un projet, on peut avoir des travaux et donc ces travaux peuvent générer des dépenses sans avoir de recettes. Donc automatiquement, ces dépenses, il faut les financer. Et pour ce faire, vous avez la possibilité de demander aux organismes bancaires de faire ce qu'on appelle des remboursements différés. Donc si vous avez des travaux, c'est possible. Vous avez commencé à rembourser la banque, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, ce qui vous permet d'alléger l'ensemble du besoin que vous pourriez avoir pour financer le projet. Alors, puisqu'on est sur la banque, il y a un petit point sur lequel je vais revenir. La banque va vous financer vos investissements et la banque va prendre en compte votre plan de financement initial pour voir ce que vous lui demandez et financer ce que vous lui demandez. Par contre, il y a une notion qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le plan de financement initial, il doit être construit sur du hors-taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a un petit piège à éviter. C'est d'intégrer dans son plan de financement initial des montants TTC, parce que les montants TTC, la banque ne les financera pas. Alors, je dis ça parce que du coup, quand vous allez faire la liste de ce que vous avez besoin, l'ensemble de votre budget, si vous incluez la TVA dedans, et il faut l'inclure parce que c'est de l'argent qui va sortir, vous partiriez sur une erreur. Donc, il faut bien intégrer que la banque finance les montants d'investissement hors taxe, point à la ligne. Par contre, vous avez là une petite astuce pour réduire vos besoins de financement, qui est de dire, madame, du moins, à la banque, vous demandez de financer le hors taxe, et vous demandez à côté à la banque qu'elle vous fasse ce qu'on appelle une avance de TVA. Elle va vous prêter cet argent qu'elle se fera rembourser directement, donc elle pourra prendre en charge la TVA, mais il faut la demander à part du financement global qui lui est en hors taxe. Donc attention, parce que quand vous allez construire votre plan de trésorerie, celui-ci doit être TTC, parce qu'il prend en compte tout ce qui est décaissement, encaissement. Chaque tableau a une utilité. Le plan de financement initial, c'est ce que vous devez dépenser pour ouvrir le rideau. Et la trésor, c'est pour s'assurer qu'à aucun moment dans les flux financiers, vous êtes en négatif à la banque. On n'oublie pas de vue non plus, on ne perd pas de vue non plus quand on va voir la banque, il faut avoir le CABIS pour le déblocage des fonds et qu'il peut vous être demandé ou non des factures. Pour comprendre que la banque est un partenaire qui est indispensable, pour qu'il vous prête de l'argent, il faut aussi comprendre que le banquier il a besoin de garanties pour s'assurer que vous allez le rembourser. Alors, là aussi, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on n'a pas de garantie, c'est pas parce qu'on n'a pas d'appartement, c'est pas parce qu'on n'a pas de maison, qu'on n'a pas un compte en banque fourni qu'on ne peut pas obtenir des garanties. Voilà, il faut juste avoir à l'esprit que quand j'ai parlé tout à l'heure de stratégie de financement. Donc, quand je vais voir mon ami le banquier, il faut que je sois clair sur ce que je suis prêt à lui donner, ce que je vais lui demander, plutôt ce que je vais lui demander, ce que je suis prêt à lui donner comme garantie, et que j'arrive avec les choses un peu calibrées et préparées. Et donc, calibré et préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai pensé à ces dispositifs de garantie sur ce que je suis prêt à donner et pas donner. Mais je ne peux pas arriver devant mon ami le banquier et lui dire « Je viens vous emprunter de l'argent ». Mais moi, 1, je ne veux pas mettre un sou dans le projet, donc je veux prendre 0 risque. Et 2, je ne vous apporterai aucune garantie. Ça, ce n'est pas entendable. Voilà. Mais par contre, mon grand message, c'est qu'il existe tout un tas de dispositifs de garantie dont je vais vous parler après, qui peuvent parfaitement vous permettre d'aller chercher et des financements et de limiter vos garanties personnelles. Donc, je vous les ai mises là, les garanties, les gages, les nantissements, l'hypothèque, la caution personnelle. Voilà, la caution des associés.
vous avez différents types de garanties. Donc, comme je vous l'ai dit, quand je vais voir mon banquier, il faut que j'ai fait ma stratégie de financement dans le projet. Et donc, là, je vous ai listé un certain nombre d'aides. Bon, vous avez l'aide ADI qui consiste à aller chercher jusqu'à 10 000 €, mais peu adaptée au projet de franchise ou alors au tout petit projet de franchise. Voilà, parce que ça touche un public qui va vraiment des grosses difficultés à aller chercher du financement. Mais c'est un dispositif qu'il ne faut pas négliger. Après, en termes de dispositif, vous avez le prêt Créasol. Le prêt Créasol qui a la très grande force de venir être le prêt Créasol qu'on appelle du microcrédit, qui présente l'avantage d'être considéré comme du financement bancaire. Alors, ça peut paraître anodin, mais c'est super important que ce soit considéré comme du financement bancaire. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le prêt Créasol? Déjà, c'est un prêt entreprise sans garantie personnelle. Donc, vous pouvez déjà, dans un projet, vous dire « j'ai mes apports ». On peut marquer ça sur un petit papier. « J'ai mes apports personnels et au-delà de mes apports, si j'ai besoin, avant d'aller voir mon organisme bancaire classique, je peux déjà considérer que Créasol peut étudier mon projet et s'il le valide, je peux avoir 12 000 €. Et là, vous allez me dire, oui, 12 000 €, mais à 5%, c'est trop cher. Bon, je vais vous donner mon avis. Ce n'est que mon avis, mais un taux d'intérêt à 5% pour financer du besoin en fonds de roulement, pour financer des choses que personne ne veut financer, eh ben, je trouve que c'est pas cher et il faut y aller. Donc, c'est une aide qui n'est pas très compliquée à obtenir et qui est vraiment déjà sans garantie personnelle. Donc, on met déjà 12 000 € en plus de ses apports personnels. Maintenant, quand je fais un projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, la banque ne finance, les banques n'aiment pas financer le stock, le besoin en fonds de roulement et la trésor. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour venir vous aider dans le projet, il existe des dispositifs qui vont venir financer ces parties-là. Ces dispositifs, on va appeler ça les prêts d'honneur. Donc vous l'avez entendu, j'ai bien utilisé le mot prêt d'honneur. Donc prêt sur l'honneur. Ce qui veut dire qu'il ne vous est pas demandé de garantie personnelle au remboursement de ces sommes qui vont vous être prêtées. On vous fait confiance sur l'honneur et on vous prête cet argent. Et cet argent, il vous est prêté à 0%. Voilà, donc ces dispositifs de prêt d'honneur, il en existe plusieurs, de plusieurs niveaux. Moi, j'ai prévu de vous parler du réseau France Initiative et France Active, qui sur la région PACA sont les principaux réseaux de prêt d'honneur. J'ai fait le choix de ne pas intégrer ce qu'on va appeler le réseau entreprendre, qui peuvent, sur certains territoires et pas sur d'autres, financer les franchises. Et après, ça dépend du type de franchise et de différentes conditions. Donc, on va mettre de côté le réseau entreprendre, même si parfois, ils peuvent. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réseau Initiative est là pour vous aider à financer votre projet, mais il n'est pas là pour se substituer aux banques. Donc, ça veut dire que si vous allez voir Initiative pour leur dire « j'ai besoin de 8 000 € mais je veux emprunter rien d'autre à personne », ça va être difficile d'avoir ces 8 000 €. Par contre, si vous en avez vraiment besoin, ils vous les prêteront. Et ce qui veut dire quoi? C'est que si j'ai Créasol à 12 000 et que je vais voir le réseau France Initiative de mon territoire et que je fais étudier mon dossier et qu'ils sont prêts à me donner 8 000 €, eh ben, je suis déjà à 20 000 € de financement, alors que je n'ai toujours pas sollicité une banque traditionnelle et classique. Et qu'à ces 20 000 €, j'ai toujours mes apports que je peux venir additionner. Alors, là, sur la diapositive que vous voyez, je vous ai laissé différents types de montants. Bien évidemment, dans la franchise, ce qu'il faut regarder, c'est le pré-création, éventuellement le pré-développement après 1 an d'activité. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur d'aller voir le réseau France Initiative, ou le réseau France Active, qui, au-delà de vous prêter de l'argent, vous apporte aussi une espèce de tampon sur le projet, parce que quand votre dossier est validé par l'un de ces réseaux, ça facilite derrière le financement bancaire.
Après, en termes de financement, vous avez le dispositif MPE, donc mon projet d'entreprendre, sur lequel l'État peut là aussi apporter une participation financière qui en moyenne est d'environ 4 000 €, là aussi à 0%. Donc si je regarde, si je rajoute 4 000 € sur mon petit papier, je suis déjà à 24 000 € d'aide, alors que je n'ai toujours pas sollicité les réseaux bancaires traditionnels. Donc voilà, les dispositifs MPE, c'est et une aide d'accompagnement et une aide financière. Alors, autre sujet pour pouvoir financer mon projet, si j'ai encore besoin de renforcer mes apports, je peux envisager la notion de crowdfunding. Donc le crowdfunding, on rappelle, c'est du financement participatif, c'est du financement par des tiers de votre projet. Il existe plusieurs sortes. Ce qu'il faut avoir conscience quand on se lance dans une campagne de crowdfunding, c'est 1, ça prend du temps. 2, c'est un formidable outil de communication. 3, attention, ça ne s'applique pas à tout le monde parce qu'il faut mettre en place un système de contrepartie aux gens qui vont donner ou un système de prévente. Donc, toutes les activités ne peuvent pas obligatoirement rentrer dans un principe de crowdfunding. 4, attention, pas de fantasme du genre, je vais faire un crowdfunding, je vais récupérer 80 000 €. Ça, c'est pas réaliste parce que la plupart des opérations de crowdfunding lèvent entre 3 et 10 000 € au maximum. Mais malgré tout, si j'en fais une, si je peux en faire une, tout de suite, je peux espérer aller récupérer 4 à 6 000 €. Donc, on va rajouter 6 000 € dans mon budget et je suis à 30 000 € alors que je n'ai toujours pas sollicité d'organisme bancaire. Et toujours pareil, je le rappelle, l'intérêt de ces dispositifs-là, de France Initiative, du crowdfunding ou des prêts d'honneur, c'est que ça permet derrière de faire un effet de levier sur le financement bancaire. Donc, 1 apporté égale minimum 3 empruntés. Donc, puisque là, je suis quasiment déjà à 30 000, ça peut permettre d'aller chercher assez facilement 20 à 30 000 de financement bancaire derrière, de manière très standard et pas compliquée. Bon, voilà, les principes du crowdfunding, je ne vais pas m'étendre dessus. Vous avez les différentes diapositives qui sont là et qui seront sur lesquelles vous avez accès. Et je vais donc maintenant venir sur, pour moi, la dernière notion, une notion supplémentaire qui est super importante, la notion des garanties, parce qu'on ne peut pas dire je m'en moque que le banquier récupère son argent, donc je ne veux pas de garantie. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, parce que je pense que je suis très bavard. Ce qu'il faut intégrer sur les garanties, c'est que les dispositifs d'accompagnement étatique et autres ont intégré qu'il était important d'avoir des garanties quand on va emprunter. 1, pour vous protéger. 2, pour protéger l'organisme bancaire, pour faciliter les financements. C'est pour ça qu'il existe tout un tas de dispositifs de garantie que vous allez pouvoir appliquer quand vous allez voir votre ami le banquier. Certaines, comme les BPI, vont être faites de manière quasiment automatique, mais vous en avez d'autres que vous pouvez solliciter en fonction de votre situation. Si vous avez la chance d'être une femme, vous avez le dispositif égalité des chances. Vous avez le fonds de garantie France Active si vous êtes demandeur d'emploi, et vous avez la CIAJ, la BPI, la SOCABA, la SACEF, plein de dispositifs de garantie qui peuvent se mettre en place. Si on va prendre l'exemple de l'égalité des femmes, on voit quoi? On voit que cet organisme-là va garantir jusqu'à 50 000 € d'emprunt, va garantir à l'organisme bancaire 80% de ces 50 000 € et qui surtout va interdire à la banque de vous prendre une garantie personnelle sur les 20% du risque restant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez emprunter 50 000 € à la banque quasiment sans garantie personnelle. Ce qui veut dire que dans le deuxième sujet de l'emprunt, qui est de dire j'ai peur de ce qui va se passer demain, vous avez des dispositifs de garantie qui sont là pour vous protéger et protéger la banque. Alors par contre, ça coûte un peu d'argent parce que voilà, c'est une espèce d'assurance.
Mais par contre, moi, je n'aurais aucun problème à l'utiliser si j'étais concerné par un projet. Je considère que c'est une très très bonne chose. Donc voilà, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe des garanties, vous en avez certaines qui sont cumulatives, pardon. Et ben, vous pouvez cumuler un dispositif de garantie à l'égalité des chances avec un dispositif France Active. Voilà, les choses sont faites pour essayer de vous protéger et de faciliter au mieux les financements. Donc voilà. Olivier, j'ai une question de Pénélope. Oui. La garantie femme est accordée à toutes les femmes? Alors, elles sont accordées à toutes les femmes. Il n'y a pas de restriction spécifique. La seule condition, c'est qu'elles soient partie prenante dans le projet, qu'elles soient décideuses. C'est-à-dire que si c'est monsieur qui lance si c'est monsieur qui a 80% de l'entreprise et madame qui en a 20%, ça ne marchera pas. Voilà. Sachant qu'au travers de ça, au-delà des financements, vous avez aussi certains réseaux d'accompagnement spécifiquement dédiés aux femmes pour justement aussi aider dans l'optimisation de la mise en place des dispositifs. Alors, là, on vient de terminer un petit peu les dispositifs classiques d'aide au financement. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps de tous les citer, sinon on va y passer, on va rester là jusqu'à midi. On pourrait juste citer aussi l'aide financière, sous forme de subvention pour les gens qui ont un handicap. Et il y a différentes autres petites aides qu'on peut trouver. Mais là, vraiment, ce que je viens de vous expliquer, c'est le cœur, le cœur du financement des porteurs de projets. Et donc, c'est ce qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher, c'est ce qu'il ne faut pas avoir peur de mobiliser. Et la banque verra ça d'un très bon œil, que vous fassiez ce qu'on appelle une répartition du risque, en allant aussi solliciter ces structures-là, parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que ces 30 000 € que vous avez obtenus à droite à gauche, c'est votre organisme bancaire traditionnel qui devrait l'assumer. Donc, n'ayez pas peur, il faut y aller, ça peut prendre un peu de temps, mais ça fait valider le projet et ça vous fait monter en crédibilité. Bon, j'essaye d'accélérer, hein. Le dossier ACRE, tout le monde en parle, c'est une information qui est assez accessible. Le dossier ACRE, c'est une exonération partielle de charges sociales, j'insiste sur le mot partiel, qui est limité à ce qu'on appelle un plafond annuel de la sécurité sociale, qui est valable pour une durée de 12 mois. Bon, ce qu'il faut comprendre avec le dossier ACRE, c'est que ça concerne le porteur de projet et personne d'autre. C'est une aide qui est personnelle. Voilà. Mais le dossier ACRE, attention, il y a souvent confusion avec les aides du Pôle emploi, ce n'est pas la même chose. Le dossier ACRE, une exonération de charges sociales et derrière, vous avez la possibilité d'obtenir des aides du Pôle emploi. Pour avoir le dossier ACRE, il y a des conditions. Aujourd'hui, tout le monde y a droit. Sous détention, sous ces règles-là, tout le monde y a droit. Avant, il fallait être demandeur d'emploi. Aujourd'hui, tout le monde y a droit de manière automatique si vous remplissez les conditions de détention du capital et ou de la direction. À l'exception des auto-entrepreneurs, c'est automatique pour tout le monde. Si vous remplissez ces conditions. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est facile à trouver partout. Ce que moi, je voulais juste vous dire, c'est que le dossier ACRE, c'est qu'une exonération de charges sociales et que si vous l'avez, ça vous permet de pouvoir vous appuyer sur les aides du Pôle emploi si vous pouvez y prétendre, si vous êtes indemnisé. Si vous ne l'êtes pas, automatiquement, vous ne pourrez pas dans l'immédiat, mais vous pourrez éventuellement demain. Voilà. Je continue. Alors, la première aide du Pôle emploi, c'est une aide qui vous est versée. On va prendre vos allocations et on va vous verser une partie de vos allocations puisque vous en faites la demande pour vous aider dans le cadre du projet. Donc, comme vous le voyez, ces aides qu'on va vous donner sont versées en 2 fois. Une fois au lancement de l'entreprise, donc aux présentations de CABIS, et une deuxième fois 6 mois plus tard. Alors là-dessus, je vais vous dire attention, attention, attention. Utiliser ces aides-là pour financer un projet, c'est dangereux. C'est faisable, mais dangereux. Pourquoi dangereux? 1, vous allez avoir le premier versement
un peu après le lancement du projet, puisqu'il faudra donner le cabis pour montrer au Pôle emploi que vous avez bien créé votre entreprise, faire la demande et attendre de percevoir l'argent. Donc, premier danger, ça va se décaler un peu dans le temps. Deuxième danger, c'est bien beau de recevoir un gros chèque et que vous allez investir dans le projet, mais si l'entreprise ne génère pas rapidement des ressources, quand le Pôle emploi vous donne ça, il ne vous donne plus rien à la fin du mois. Donc, ça veut dire que à la fin du mois, si vous avez mis l'argent dans le projet et si le projet ne génère pas de ressources très très vite, eh ben, vous n'allez plus avoir d'argent pour manger. Donc ça, c'est quand même très délicat. Mais par contre, voilà, tout à chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les projets sont tous différents. Donc, si on est sûr du potentiel, si on est sûr des rentrées d'argent rapides, si on est sûr d'un certain nombre de choses, pourquoi pas? Mais attention, aujourd'hui, le capital du Pôle emploi est peu demandé parce que, comme vous le voyez, vous percevez que 45% de vos droits restants et rien de plus. Par contre, si vous venez à fermer l'entreprise, vous récupérez les 50% restants si vous fermez l'entreprise avant les 3 ans, plus la durée des droits restants. Deuxième dispositif du Pôle emploi, ça va être ce qu'on va appeler le maintien des allocations chômage. Et ce maintien des allocations chômage, le principe, c'est tout simplement, vous lancez un projet, le Pôle emploi va vous maintenir vos allocations dans des conditions différentes en fonction de votre statut juridique, mais je ne rentrerai pas dans le sujet, mais dans des conditions différentes. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que vous allez pouvoir profiter du maintien de vos allocations chômage jusqu'à épuisement de vos droits, quelles que soient les conditions, et ce, quel que soit le temps que vous mettez à épuiser ces droits acquis. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le dispositif qui est plébiscité par un grand nombre de porteurs de projets. Par contre, sur ces points-là, comme sur tous les autres points, il faut s'assurer que nos choix correspondent à notre projet, à notre situation personnelle. Voilà. J'ai une question, Olivier. Oui. Donc, c'est quelqu'un d'anonyme qui demande, est-il possible de solliciter ces organismes avec 0 apport personnel? Avec 0 apport personnel? J'ai envie de dire oui et non. Oui, techniquement, c'est possible d'aller voir ces organismes sans apport personnel. Oui, sans apport personnel, on peut obtenir ces aides-là si le montant ne s'élève pas grâce à ces dispositifs de prêt d'honneur, grâce à ce microcrédit, grâce à l'ADI, grâce au dispositif de garantie, on peut y arriver. Par contre, je réponds un peu non quand même, parce qu'il va y avoir un tout petit souci. C'est que quoi qu'il arrive, il faudra faire face aux frais d'immatriculation de son projet, parce que l'ensemble des organismes vont décaisser les fonds sur présentation du cabis. Donc, sauf à être auto-entrepreneur, ça va poser problème pour la suite. Et on sait quand même aujourd'hui que si on peut obtenir ces aides-là en auto-entrepreneur, ça devient plus délicat. Voilà. Cette notion du 0, elle est techniquement possible, mais attention, il ne faut pas que le montant du projet monte à 60, 80, 100 000 euros, parce que là, ça ne tiendra plus. Parce que je le rappelle que les règles, c'est 30% d'apport personnel, mais si on ne les a pas, on y arrive. Plus le projet est près des 20 à 30 000 euros de plan de financement global, plus on peut y arriver. Voilà, c'est ce que j'ai envie de répondre. Donc oui, mais quitte à faire, ne jamais dire 0, dire 500 euros, dire 1000 euros. S'il faut, on va chercher un peu d'argent à droite, à gauche, mais si possible, on évite de dire j'ai 0 parce que ça envoie une image négative. Mais ça peut être techniquement possible. Donc voilà, pour les aides du Pôle emploi. Après, qu'est-ce qui pourrait nous rester comme autre dispositif d'aide? Eh bien, on a, puisque l'idée c'est de dire, on manque un peu de financement pour démarrer, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a d'autres dispositifs. On voit déjà qu'on a tout un tas d'aides fiscales au lancement du projet, pas de CFE la première année, pas d'acompte d'IS la première année, pas de droit d'enregistrement fixe aux apports au capital social.
On a des aides à l'embauche type réduction Fillon. On vient de le voir, on a les aides du Pôle emploi. On a différents types d'aides. Je réfléchis à ce que je pourrais avoir oublié de vous dire. La seule chose que j'ai envie de vous dire, moi, c'est pour ceux qui auraient un peu de financement, n'ayez vraiment pas peur, qui auraient un peu d'argent, n'ayez vraiment pas peur d'aller chercher du financement. Parce que pour moi, il n'y a pas pire bêtise que de vider ses poches en disant j'ai peur d'emprunter parce que si ça se passe pas bien, je pourrais peut-être pas rembourser. Donc, on n'a pas peur d'aller chercher le financement et on garde toujours un peu d'argent dans ses poches pour faire face, si on en a, si c'est possible, pour faire face à un imprévu ou à une difficulté passagère. Voilà. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi éventuellement se renseigner sur les aides spécifiques à l'installation dans certaines zones, parce que vous avez le dispositif des zones franches, vous avez le dispositif des quartiers prioritaires de la ville, qui là aussi peuvent amener des dispositifs d'aide, d'exonération, voire des dispositifs de financement supplémentaires. Et du coup, je vais passer la main et je vais enfin me taire. Bonjour à tous. Donc je me présente, Adrien Rouget, je suis directeur chez Impact Partners au sein de Monte ta franchise et je vais vous parler d'un dispositif qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 ans, justement lié à ces politiques territoriales. Donc pour vous faire une rapide présentation, donc la société qui gère cette initiative est Impact Partners, qui est une société qui a plus de 10 ans d'existence et qui a comme métier de gérer des fonds d'investissement à impact social. Ce qui veut dire qu'on recherche pour tous les investissements de nos fonds une performance économique, comme n'importe quel fonds, ainsi qu'une performance sociale, et que ces deux indicateurs sont pour nous tout aussi importants lors de nos investissements. On a lancé il y a 3 ans un fonds de 50 millions d'euros qui est connu sous la marque Monte ta franchise et qui est investi en majorité par des investisseurs publics. Je vais vous citer par exemple Bpifrance et le Fonds européen d'investissement qui sont les 2 principaux souscripteurs de ce fonds. Ce fonds, son objectif il est double. Le premier, c'est de permettre et de favoriser surtout la création et la reprise de commerce en franchise dans les quartiers que l'État a considérés comme prioritaires. J'y reviendrai un peu plus tard sur ces zones-là, où on ira un peu plus dans le détail là-dessus. Le deuxième point, c'est que ce dispositif va aussi permettre à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer en franchise et qui n'auraient pas les 30% d'apport nécessaires pour aller chercher le financement bancaire, de pouvoir se financer. En effet, Olivier l'a dit tout à l'heure, les banques vont vous demander un apport entre 30 et 40% de l'investissement total et elle prêtera le reste en général sur une durée de 7 ans. Monte ta franchise va permettre de financer un projet avec un entrepreneur qui aurait environ 10% du montant total en apport. Pourquoi ? Parce que le fonds qui va intervenir sur le projet du franchisé va faire un emprunt à la société qui va être considéré par les banques comme des quasi-fonds propres. Et ça pour 3 raisons. La première, c'est que cet emprunt, il ne se rembourse pas, le capital prêté et les intérêts, tant que vous n'aurez pas remboursé l'intégralité de votre emprunt bancaire. Ce qui veut dire, en gros, pendant 7 ans, vous ne rembourserez pas 1 centime à Monte ta franchise et que vous pourrez vous concentrer sur votre activité et rembourser votre banque. Forcément, ça rassure la banque parce que vous n'avez pas les 2 emprunts qui se chevauchent et qui doivent se rembourser en même temps. L'autre point qui rassure la banque, ça va être le fait qu'il y a une clause de subordination. C'est ce qui veut dire que même si vous souhaiteriez rembourser Monte ta franchise avant la fin de votre emprunt bancaire, vous ne pourriez le faire que si la banque donne son accord pour le faire. Voilà, c'est pas possible autrement. Donc forcément, ça la sécurise parce que pour la banque, elle est quasiment certaine que vous pourrez rembourser son prêt et pas l'emprunt de Monte ta franchise avant elle. Et le dernier point qui a son importance, c'est que ce prêt qui est octroyé à la société, il ne prend pas de garantie. Contrairement à la banque, on ne va pas prendre de garantie personnelle, on ne va pas prendre de nantissement sur le fonds de commerce.
rien de tout ça. La seule garantie implicite qu'on a, c'est qu'au moment où on fait l'emprunt sur la société, on va prendre qu'une seule action au sein de la société du franchisé. Donc le fonds aura en général 0,1% du capital, qui nous permet de se protéger en signant un pacte d'actionnaires avec le franchisé, par exemple sur des grandes décisions de la société, pour s'assurer qu'en tout cas pendant notre investissement, que le franchisé reste bien le même, ou que s'il souhaite changer ou vendre, qu'on puisse être autour d'une table et en discuter de partenaire à partenaire. Donc ça, c'est vraiment sur les caractéristiques financières. Le mieux, c'est de voir un exemple concret. Je suis parti sur un budget global clé en main, donc pour ouvrir la boutique à 300 000 €, et avec un apport de l'entrepreneur à 10%, donc avec 30 000 € d'apport, Monta Franchise qui apporterait 60 000 €, et la dette bancaire qui serait sur 7 ans pour un montant de 210 000 €, donc du reste. Dans cet exemple-là, donc pendant 7 ans, vous ne rembourserez que votre banque. Dans cet exemple, avec un taux global à 2%, ça fait à peu près une mensualité de 2 700 € par mois au commerce. À l'issue de ces 7 ans, plus précisément au 31 décembre de l'année 7, c'est là où sera remboursé, ou devra être remboursé, le montant prêté par Monta Franchise et ses intérêts. Le taux d'intérêt sur notre investissement, il est de 7% annuel. Pour faire un calcul simple, il faut faire à peu près 1,6 fois le montant prêté à l'époque. C'est le montant qui est à rembourser en une seule fois, 7 ans plus tard. Donc, je répète, le montant est à rembourser en une fois, mais au moment de l'étude du projet, et c'est comme ça qu'on va définir ensemble le montant de l'investissement de Monta Franchise, on va prendre un scénario, on va dire, pessimiste, où on se dit, 7 ans plus tard, l'entrepreneur s'est peut-être développé, il a peut-être fait d'autres choses, il n'aura peut-être pas la trésorerie nécessaire pour tout rembourser en une seule fois. Dans ce cas-là, on va imaginer la possibilité que vous alliez revoir votre banque et que vous fassiez un nouveau prêt sur 3 ans maximum pour justement faire le remboursement du prêt Monta Franchise. Et la logique, elle est assez simple. Elle est que le montant que vous devrez rembourser à Monta Franchise 7 ans plus tard, si vous le faites refinancer par la banque sur 3 ans, c'est que ça ne vous entraînerait pas des échéances supérieures à ce que vous avez déjà payé pendant 7 ans à la banque. Et donc, le discours auprès du banquier à ce moment-là, ce serait, si je vous ai payé 2 700 € par mois pendant 7 ans, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le refaire pendant 3 ans supplémentaires. Je répète, c'est un scénario pessimiste. Dans les faits, on préconise, et c'est ce que font les entrepreneurs, de mettre de côté, de provisionner, pour qu'au bout des 7 ans, vous n'ayez peut-être pas besoin de passer par la banque, ou du moins que si vous avez besoin de passer par elle, ce ne soit pas sur la totalité du montant à rembourser, et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez même faire des remodeling, d'autres investissements qui seront nécessaires sur le commerce. Voilà, ça c'est vraiment sur la partie financière. Pour vous donner quelques exemples récents, vous en avez 4 ici avec un salon de coiffure qu'on a ouvert en Ile-de-France et plusieurs restaurants. Et les plus récents, Boubacar Diallo qui va ouvrir son restaurant Les Burgers de Papa à Marseille, je pense d'ici une quinzaine de jours, qui a apporté 30 000 € d'apport personnel et qui, grâce à nous, grâce à la banque et à d'autres aides présentées par Olivier précédemment, a pu financer un projet à 404 000 € d'investissement total. Autre point, Alice Enani qui lui ouvre la semaine prochaine à Sedan dans l'est de la France, qui avait apporté 20 000 € d'apport et qui a pu financer un projet de boulangerie avec l'enseigne Firmin, dont le total clé en main était de 322 000 €. Depuis 3 ans, depuis l'existence de Monta Franchise, on a financé un peu moins d'une centaine de projets partout en France. Et c'est là où je vais revenir sur le critère d'implantation. C'est un dispositif territorial, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas étudier tous les projets. Nos projets ne peuvent être étudiés qu'à partir du moment où le local du futur commerce, de votre future entreprise, est situé dans des territoires de la politique de la ville. Donc il y a différentes dénominations et tous ces territoires sont accessibles sur une carte dont vous avez le lien sur cette slide, où on a intégré en plus à ces zones de la politique de la ville une bande de tolérance de 500 mètres à vol d'oiseau. Donc, ce qui fait que c'est une règle assez simple, c'est que si votre local, pour votre projet, est situé dans ces zones, on pourra étudier votre projet. S'il ne l'est pas, malheureusement, on ne pourra même pas le regarder. Exemple concret, dans la région des Alpes-Maritimes, vous voyez, c'est le lien que vous aviez sur la slide précédente. Vous avez des zones en bleu, qui sont les zones éligibles, et des zones normales, où là, on ne pourra pas regarder le projet. Sur la région, vous voyez, il y a quand même pas mal de zones, sur Nice, sur Cagnes-sur-Mer, à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, il y a des choses à faire. La plupart des entrepreneurs viennent nous voir souvent au moment, juste un peu avant qu'ils recherchent un local, et ça va du coup driver leur recherche d'emplacement. Ils vont regarder dans les zones éligibles à Monta Franchise, quelles sont les zones où il y a du potentiel commercial, pour que bien sûr le commerce fonctionne une fois qu'il aura ouvert. Et le franchiseur recherchera avec vous un emplacement dans ces zones-là.
Je vous ai aussi fait une petite slide avec un timing moyen d'un projet. Bon, c'est pas une règle générale. Chaque projet a ses contraintes qui sont propres, va avoir des rebondissements qui lui sont propres. Nous, ce qu'on a constaté sur nos projets, c'est que le timing moyen entre le premier contact et le déblocage des fonds, il est à peu près de 8 mois. Je vais insister juste sur 2 points là-dessus. C'est que avant d'aller venir nous voir pour nous présenter un projet, il est important que vous ayez, enfin, il est mieux en tout cas de pas être déjà aller voir la banque avant. Pourquoi? Parce que nous on va travailler votre projet, on va l'étudier, on va vous conseiller peut-être aussi sur la présentation, et surtout à la fin de ça, on va le passer en comité interne. On en a un toutes les semaines où on donne nos accords sur les projets, qui nous permet ensuite de faire une lettre d'intention, qui sera en général votre dernière pièce à insérer dans votre dossier bancaire, parce qu'elle atteste de la volonté de monter ta franchise, de vous accompagner sur le projet, à telle hauteur, à telle condition, et du coup, vous allez voir la banque déjà avec notre accord et avec un dossier qui est bien ficelé, qui est complet. Ensuite, on se suit, il y a un accompagnement humain, vous avez un interlocuteur du début à la fin qui sera toujours le même chez nous, et on procédera à la signature des contrats, à la cession de l'action et au déblocage des fonds, à partir du moment où vous aurez signé votre contrat avec la banque, donc votre contrat de prêt bancaire, votre bail commercial, sauf cas particulier, et votre contrat de franchise, également, sauf cas particulier. Dès que ces 3 contrats sont signés, c'est là où nous on signe nos contrats, et où ensuite on débloque les fonds sur les comptes de la société, en général dans les 7 jours qui suivent la signature. Et donc ensuite, ça nous permet de débloquer l'emprunt à la banque et de faire les investissements et de commencer le projet. Autre point important aussi, c'est que voilà, comme vous le saviez, je vous l'ai dit un peu avant, on ne prend pas de garantie sur nos financements. Donc, on a à cœur de vraiment comprendre tous les franchiseurs avec lesquels on va accompagner des franchisés. Donc, on a des enseignes qu'on référence. Donc là, vous avez une slide qui référence un peu tous les enseignes à date avec lesquelles on travaille, parce qu'on a pu les auditer. On a pu auditer leur santé financière, leur process interne. On a pu interviewer des franchisés, comprendre les points d'amélioration, les points positifs. Et du coup, bien maîtriser le business model de chacune de ces enseignes. Ce qui ne veut pas forcément dire que si vous avez un projet qui n'est pas avec une enseigne présente, c'est pas forcément grave. On a l'habitude, on peut très bien étudier votre projet et en parallèle faire le référencement du franchiseur qui peut ne pas prendre beaucoup de temps à partir du moment où le franchiseur est disponible et accepte de nous transmettre un certain nombre d'informations pour qu'on puisse faire cette étude. Il y a des points aussi que je n'ai pas précisé, c'est que nos emprunts, ils vont de 40 000 € à... Ils peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros, même si on ne l'a jamais fait aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin. Et on investit en général entre 20 et 40% du budget total. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le mieux, c'est aussi si vous avez un projet, que vous voulez nous en parler, on a un site qui est montefrafranchise.com où vous pouvez vous inscrire et vous serez rappelé assez rapidement avec un chargé d'affaires qui pourra répondre à toutes vos demandes. Adrien, j'ai une question, c'est Serge qui la pose, qui dit « Peut-on demander une prolongation de temps pour le remboursement au-delà des 7 ans ?» Attends, est-ce que tu peux répéter? Bien sûr. Peut-on demander une prolongation de temps pour le remboursement au-delà des 7 ans? Je pense que la question c'est... Ah oui. Voilà. Alors, en théorie, non, parce que justement, c'est tout en une fois. La prolongation, si elle se fait, elle se fera via un refinancement de la banque. Ce qui fait qu'on ne va pas se voir le 30 décembre pour un remboursement le 31 décembre. On va préparer ça en amont. On va bien se voir peut-être 6 mois en avance pour, déjà voir quelle est votre situation, si vous pouvez nous rembourser ou pas. Et s'il y a besoin d'aller chercher un refinancement bancaire, on vous accompagnera là-dessus pour assez en amont pour que vous puissiez aller chercher un complément de dette sur 2-3 ans qui pourront vous permettre de nous rembourser en une fois. Après, voilà, on est en bonne intelligence. S'il y a des difficultés, on se parle, on se met autour d'une table et tout est possible, quoi. On trouve un accord qui va dans le sens de tout le monde. On est partenaire du projet, on est sans garantie. Notre même objectif, il est comme vous, hein, c'est que ça fonctionne et que même au bout de 7 ans, vous ayez peut-être ouvert encore d'autres commerces et vous soyez devenus multifranchisés. Clairement. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup à tous. Nous arrivons justement à la fin de cet épisode, donc comment se lancer avec peu d'apport, peu de garantie. Donc, on va avoir la semaine prochaine comment dialoguer avec son banquier. Donc, aussi important parce que ça va vous donner les éléments pour que vous arriviez chez votre banquier en ayant préparé l'ensemble des éléments pour que le banquier puisse finaliser avec vous le financement.
Là, aujourd'hui, je tiens à remercier Philippe Labbé, avec qui je travaille. Je remercie énormément Olivier Morin, qui nous a consacré un temps précieux sur ce mécanisme comptable. Et merci beaucoup Adrien Rouget, vraiment merci beaucoup, parce que, en fait, il existe tellement de dispositifs, et avoir quelqu'un qui vient et qui nous explique en nous donnant des exemples précis et nous donner en fait les procédures. Donc vraiment, je vous remercie pour ce temps consacré, et j'invite tout le monde à, parce que je vous enverrai le PowerPoint de façon à ce que vous puissiez, si vous aviez des questions plus spécifiques à l'un d'entre eux, à les contacter en direct. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'ils répondront à vos questions. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup.